Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Café marxiste. Donc pour poursuivre notre série d'éducation populaire sur le conflit israélo-palestinien, nous avons le plaisir d'être avec Alain Grèche. Bonjour Alain. Bonjour. Nous allons parler de votre bande dessinée qui vient d'être actualisée et augmentée récemment, donc au mois de septembre, et qui s'intitule Un chant d'amour, Israël-Palestine, une histoire française. Donc un chant d'amour parce que c'est une expression de François Hollande qui avait déclaré sa flamme à Israël en 2013, il y a 10 ans. Ce récit graphique traite des relations entre le conflit israélo-palestinien et la politique française. Et il a été réalisé en collaboration avec la dessinatrice Hélène Aldeguer. Alain Grèche, vous êtes journaliste, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique et spécialiste reconnu du monde arabe. Vous avez fondé en 2013 le journal en ligne Orient 21, média de référence auquel contribuent de nombreux journalistes et experts du Moyen-Orient et du Maghreb. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur le Proche-Orient, parmi lesquels Palestine 47, un partage avorté, avec Dominique Vidal que nous avions reçu il y a quelques semaines, Israël-Palestine, vérité sur un conflit, ou encore De quoi la Palestine est-elle le nom ? Donc, avec Dominique Vidal, nous nous étions concentrés sur les origines du sionisme et de l'État d'Israël. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la période qui va de 1967, donc la guerre de 67, jusqu'à nos jours, et de ses implications sur la politique française actuelle. Donc tout d'abord, vous dites que le conflit devient central dans la politique française à partir de 1967. Pour quelles raisons ? Bon, le conflit, c'est-à-dire la question de Palestine, la question de la création d'Israël, a été à certains moments importante en France, en 47-48, au moment de la création de l'État d'Israël, avec un soutien assez unanime de la classe politique, de la droite aux communistes, à la création de l'État d'Israël. Ensuite, c'est revenu de manière beaucoup plus conflictuelle avec l'expédition franco-britannique israélienne Suez contre Nasser, le dirigeant égyptien qui venait de nationaliser la compagnie du canal. Mais en dehors de ça, c'était plutôt calme, si on peut dire. Et puis à partir de 67, finalement, ça va occuper la une de l'actualité, pas tous les jours, mais de manière très, très importante. D'abord parce que c'est un conflit qui implique les grandes puissances, c'est-à-dire l'Union soviétique et les États-Unis, qui vont s'affronter. Des fois, on va être proche de... On parle même en 1973 d'un affrontement nucléaire, donc c'est vraiment une des grandes questions de politique internationale. Et puis, c'est une région qui est voisine de l'Europe, donc qui est vraiment notre voisine au sens propre, et donc tout ce qui se passe là-bas est important. Plus, il y a un facteur français, c'est que notamment depuis la fin de la guerre d'Algérie et le retour des pieds noirs avec une partie importante qui est d'origine juive, une importante communauté juive en France et une importante communauté musulmane qui sont plus sensibles évidemment à ces questions que le citoyen moyen, en tous les cas en 67. Donc tout ça fait que ça prend une dimension importante et puis ça va prendre une dimension importante parce que la France va prendre, par rapport au camp occidental, une position très particulière qui va être, je dirais, portée par le général de Gaulle. Et vous expliquez, donc, le général de Gaulle et le PCF, qui est à peu près sur la même ligne sur ce sujet-là, vont être très isolés à l'époque, en fait. Il y a une forte campagne médiatique pro-israélienne. Il faut rappeler que le PCF, à l'époque, ce n'est pas le PCF d'aujourd'hui, c'est un parti qui fait entre 20 et 25% de la population, donc il pèse d'un poids lourd. Le gaullisme, c'est plus compliqué parce que c'est pas un mouvement structuré, et puis pendant un temps, une partie des gaullistes sont plutôt pro-israéliens. Mais c'est vrai que là, on va avoir deux poids lourds de la politique qui vont peser, alors que l'ensemble des médias, à l'époque, les médias, c'est la presse écrite essentiellement, la télévision ne joue pas encore un rôle majeur, un peu la radio commence à jouer, mais François tire 1 million d'exemplaires par jour, quoi. Et ils ont 12 éditions dans la journée, donc c'est vraiment eux qui influencent, et ils sont massivement pro-israéliens. Et c'est effectivement, alors, la position du PC s'explique, en partie par la position que l'Union soviétique a dans le conflit, qui est du côté de Nasser et des pays arabes contre Israël. Et alors, le plus intéressant, c'est De Gaulle. De Gaulle je veux dire, il va être honni après par les Israéliens, etc. Mais il a une vision avant tout des intérêts de la France, à une époque où la France essaye
d'être à la fois dans le camp occidental, et elles ne rompent pas avec le camp occidental, mais critiques. Il va y avoir le discours de Phnom Penh en 1965 de Gaulle qui critique la politique américaine au Vietnam, et il y a la volonté de défendre les intérêts économiques français dans la région, et De Gaulle pense à juste titre que notre champ d'action c'est le Maghreb, c'est les pays arabes, et une fois que la page de la guerre d'Algérie est tournée, il faut effectivement faire tout pour développer les relations avec ces pays. Voilà. Et donc, il va prendre une position qui n'est pas une position anti-israélienne. On raconte dans la bande dessinée qu'à la veille de la guerre, il reçoit les représentants israéliens, les représentants des pays arabes, et il dit celui qui tirera le premier sera, nous le dénoncerons. Et il va le dénoncer. Et à partir de là, va se forger petit à petit une politique, on va l'appeler la politique arabe de la France, mais une politique qui va être originale dans le camp occidental et européen. Okay. Après De Gaulle, donc entre 69 et 81, la France, vous racontez que la France s'ouvre petit à petit à la cause palestinienne. On a de plus en plus d'associations de défense des Palestiniens, par exemple. Est-ce que donc c'est la poursuite de la politique de Gaulle jusqu'en 81 qui va se développer ? Alors, on va avoir deux choses différentes. Il va y avoir les gouvernements successifs avec des nuances selon qu'on a Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, et parce que le contexte change aussi, on ne peut pas dire que c'est exactement la même politique, mais on peut dire qu'elle va petit à petit se développer autour de la centralité de la question palestinienne. C'est-à-dire de dire, si on veut la paix au Proche-Orient, ce n'est pas seulement une question entre les pays arabes et Israël, c'est la question d'un peuple qui n'a pas d'État. Et ça va se faire progressivement. Et le plus étonnant un peu, c'est que c'est un président plutôt à droite, plutôt pro-américain, plutôt atlantiste, qui est Valéry Giscard d'Estaing, qui va ouvrir le premier bureau de l'OLP, qui va faire que son ministre des Affaires étrangères rencontre Yasser Arafat, à l'époque où Yasser Arafat est dénoncé comme un terroriste, etc. Et qui va surtout, en 1980, être à l'initiative d'une déclaration qui est restée célèbre de la communauté économique européenne. À l'époque, on ne dit pas l'Union européenne, c'est la communauté économique européenne, qui comporte 9 États et qui fixe les bases d'une solution juste au Proche-Orient. C'est la reconnaissance du droit de tous les États à vivre en paix et en sécurité, donc qui inclut Israël, la reconnaissance du droit du peuple à l'autodétermination et la nécessité de négocier avec l'OLP. Et donc, voilà, ça c'est d'un côté, je dirais, la France officielle. Au niveau, je dirais, des associations de solidarité, des mouvements d'opposition, il commence à y avoir des évolutions. Bon, le PC, on a vu, va être solidaire des Palestiniens. Le PS, le nouveau PS avec François Mitterrand, va prendre langue avec l'OLP, va commencer à changer de politique. Et puis, il va y avoir les associations de solidarité qui vont développer leur travail. Et puis, je dirais, l'évolution de la situation sur le terrain va amener petit à petit à un basculement avec tout ce qui se passe dans les territoires occupés, déjà, la Cisjordanie, Gaza, la répression. Et je dirais pour moi, le tournant au niveau de l'opinion publique, même si, bon, c'est très difficile de le fixer, c'est 1982, l'invasion israélienne du Liban, le siège de Beyrouth sous les bombes, qu'on voit en direct, je dirais, de la télévision, et la première intifada qui éclate en décembre 88, et qui va, je dirais, changer, c'est-à-dire David et Goliath, c'est-à-dire en 67, Israël est présenté comme le petit David face à Goliath. Là, on a des jeunes avec des pierres qui affrontent des chars. Donc, il y a un tournant qui va faciliter, je dirais, la politique de Gaulle, enfin la politique de la France, et qui va faire que cette politique va essayer de maintenir un cap. Je dirais, on dit pro-palestinien, mais ce n'est pas vrai. C'est un cap de soutien au droit international, mais qui se différencie quand même des autres pays occidentaux, et notamment qui se différencie de la position des Américains. Tout à fait. Et donc, toute cette période-là va aboutir aux accords d'Oslo en 1993. Et vous dites que ces accords d'Oslo ont suscité beaucoup d'enthousiasme à l'époque dans le monde. Mais que peu de monde à l'époque a parlé des ambiguïtés du texte. Alors, quelles étaient ces ambiguïtés ? Alors, je dis juste un petit rappel sur la période historique. C'est-à-dire que 1993, l'Union soviétique a disparu, le camp socialiste a disparu,
les conflits dans le monde sont en train de se régler, c'est-à-dire le Nicaragua, l'Angola, qui ont vu des affrontements entre les deux blocs. Il y a des négociations en Irlande, il y a l'Afrique du Sud qui met fin à l'apartheid, etc. On est dans une période euphorique malgré la guerre qu'ont menée les Occidentaux contre, enfin pas les Occidentaux seulement, contre Saddam Hussein, la guerre du Koweït. Mais globalement, il y a cette euphorie, l'idée qu'on est dans un nouvel ordre international. Et donc ça favorise évidemment je dirais l'euphorie. Mais le problème qui va se poser avec les négociations, c'est que dans la réalité, les autres négociations dont on parle, que ce soit l'Afrique du Sud ou le Nicaragua, c'est des négociations entre des adversaires qui sont plus ou moins de force égale. Et là, on a une négociation totalement disproportionnée, où finalement Israël réussit à imposer un texte. Alors, on peut dire aussi, bon, c'était à l'époque Montparis, que bon, on a tous vu les ambiguïtés du texte, etc., mais qu'il allait se créer une dynamique de paix. Et en fait, elle ne s'est pas créée. Les ambiguïtés, c'était quoi? C'était de dire, en fait, on va pendant 5 ans laisser les Palestiniens s'auto-administrer, et dans 5 ans, on va régler tous les problèmes qui sont importants, la situation des réfugiés, de Jérusalem, les frontières du futur État palestinien, etc. Donc, déjà, c'était un problème. Mais même cette période de 5 ans, en fait, elle s'est traduite par, d'un côté, l'augmentation de la colonisation, c'est-à-dire au moment même où on était censé être en paix, censé préparer le futur État palestinien, les colonies empêchaient la création de cet État. Et ça, tous les gouvernements successifs l'ont poursuivi, de Rabin, au gouvernement de droite, c'est-à-dire Même les travaillistes l'ont... Oui, les travaillistes l'ont poursuivi, au moins, si pas plus, avec plus d'acharnement, je dirais, que la droite. Et puis, il y a le fait que Israël, qui était censé se retirer pratiquement de tous les territoires occupés et laisser l'administration palestinienne, s'est finalement retiré de toutes les grandes villes sauf Hébron, et tout le reste est resté sous contrôle, alors soit mixte, soit 70% du territoire sous contrôle total israélien. Et donc ça a évidemment empêché, créé déjà une méfiance, et qui fait que la dynamique de paix qui existait au départ, c'est les Palestiniens, étaient résignés, c'est pas qu'ils étaient très contents d'une solution à 2 États, mais ils étaient résignés, ils acceptaient, ont petit à petit changé de position quand ils ont vu qu'on allait, on allait vers rien, quoi. Ouais, ils ont compris que ça n'allait pas changer. Ouais. Et donc ensuite on arrive à la deuxième intifada, petit à petit, en 2000. Et vous dites que paradoxalement, donc depuis les accords d'Oslo, donc qui ont marqué un petit peu l'aboutissement de la position française internationale, on constate l'effacement politique de la France, donc à partir de ce moment-là, petit à petit, et la mainmise des États-Unis sur cette question. Donc, est-ce que, du coup, pour vous, c'est la fin de la politique inaugurée par De Gaulle C'est-à-dire, le monde a changé, hein, je veux dire, on ne peut pas non plus... la politique que la France mène, elle dépend du contexte international. Mais paradoxalement, la fin de la guerre froide, qui aurait dû permettre à la France, à l'Europe de jouer un rôle autonome, s'est traduite au contraire par un rapprochement avec les États-Unis. Sans doute aussi parce que les nouvelles élites, qui n'étaient plus les élites issues de la résistance, issues de l'idée d'une France indépendante, etc., ont petit à petit disparu et ont été remplacées par des élites pro-américaines pour qui les États-Unis étaient vraiment le modèle qu'il fallait suivre. Alors, il ne faut pas le voir de manière schématique, ça ne s'est pas fait en un jour, ça s'est fait par petites touches, etc. Mais je pense que ça a joué un rôle important. Et il y a aussi le fait que le pari européen était un pari ambigu, c'est-à-dire l'idée c'est qu'on allait construire l'Europe avec quand même en arrière-plan l'idée qu'on ferait un contrepoids aux autres grandes puissances, et en fait que petit à petit ça nous a rendus prisonniers en politique internationale, c'est-à-dire que on avait 27 ou 28 pays membres, il fallait un consensus pour arriver, donc on était incapable de prendre une décision concernant Israël et la Palestine, en plus avec les pays d'Europe de l'Est beaucoup plus favorables à Israël que ne l'était la France, et d'une certaine manière ça nous a corsetés, et alors je ne dis pas qu'il y avait, c'est pas une manière de dire il ne faut pas l'Europe, etc., mais je constate que ça a corseté cette politique française,
jusque dans les... et ça l'a rendu incapable, si vous voulez, de jouer un rôle actif au moment des négociations, enfin, au moment de la mise en œuvre des accords d'Oslo. La seule chose qu'on a fait, c'est que l'Europe a financé l'autorité palestinienne, qu'avant était financée par les Israéliens. C'est le paradoxe, c'est-à-dire que les accords d'Oslo ont permis à Israël de gagner de l'argent en se désengageant du paiement de... Bon. Mais on a renoncé à un rôle politique. Alors, et puis il y a un autre événement qui, à mon avis, est central, c'est la question du terrorisme. C'est-à-dire comment, à partir de... Là aussi, on peut parler du 11 septembre, on peut parler des attentats à Paris, enfin, il y a 10 années ou plus qui se passent, l'État islamique, bon, etc. Petit à petit, l'idée que l'Occident est en guerre contre un ennemi menaçant, le terrorisme, il faut une guerre contre le terrorisme, guerre que le président Bush a déclarée au lendemain du 11 septembre, est devenue une idée très forte qui a influencé toutes les élites politiques occidentales et françaises. Et le conflit Israël-Palestine qu'on voyait avant comme un conflit entre un occupant et un occupé est devenu brusquement un conflit qui s'inscrivait dans une guerre contre le terrorisme. Et en plus, Israël et notamment Netanyahou était l'homme qui a conçu cette idée de guerre contre le terrorisme dès les années 80. Mais à l'époque, le terrorisme, pour lui, ce n'était pas le terrorisme islamique, c'était le terrorisme financé par les soviétiques. On a oublié ça, mais c'était ce qui se passait en Afrique du Sud, c'était le terrorisme, ce qui se passait au Nicaragua, etc. Il y avait aussi les fractions armées rouges, etc., etc. Tout ça, c'était un grand complot de l'Union soviétique. Quand ce complot a disparu, ils ont recyclé ça en le terrorisme. Alors, il y avait l'État islamique, il y a eu Al-Qaïda, l'État islamique, l'OLP, parce qu'au départ, c'était, pour Netanyahou, l'important, c'est de dénoncer l'OLP comme organisation terroriste. Donc, il y a eu tout ça, et petit à petit, s'est créée l'idée que l'Occident fait face à une menace islamique, qui est une menace démographique, culturelle, et aussi sécuritaire. Et si cette analyse est vraie, c'est vrai qu'Israël est notre allié. C'est eux qui mènent la lutte contre ce terrorisme. Simplement, ce qu'on ne voit pas, c'est que quand, après 2015 notamment, il y a eu des tas de maires qui ont dit « Ah, mais c'est merveilleux, il faut copier le modèle israélien ». Mais je veux dire, c'est assez paradoxal, parce que le seul endroit où il y a un terrorisme permanent depuis des dizaines d'années, c'est Israël. Donc, si on veut une guerre permanente contre le terrorisme, il faut imiter effectivement le modèle israélien. Et ce n'est pas voir non plus que la politique israélienne alimente le terrorisme, parce qu'elle crée de la haine à l'égard de l'Occident, à l'égard des Israéliens, etc. Par la colonisation qui continue. Mais en fait, par rapport à ce que vous disiez, justement, on a l'impression que la fin du péril rouge avec la fin de l'Union soviétique a été remplacée par la lutte contre le terrorisme qui permet justement de dénoncer les adversaires de l'impérialisme. Moi, je pense que là en plus, sans le voir de manière schématique, mais tout l'appareil militaro-industriel américain et sécuritaire qui s'était construit autour de la menace soviétique, à partir d'un moment, il se trouve devant une situation où on va trouver, comment on va demander des crédits. Et donc, on a besoin de créer un ennemi. Ce système a besoin de créer des ennemis en permanence pour faire fonctionner et l'industrie sécuritaire et l'industrie d'armement. Et ça, ils l'ont fait de manière tout à fait... après, savoir qu'est-ce qu'ils pensaient vraiment, etc., ne m'intéresse pas, mais c'est à ça qu'on a assisté. On a assisté, il y avait un article que j'ai cité dans un article, c'est le péril vert a remplacé le péril rouge. Et ça a permis d'alimenter cette paranoïa, et puis l'idée que il y a eu une petite période après la fin de la guerre froide où on a parlé du nouvel ordre international, un monde de paix, les dividendes de la paix, etc. Oui, mais ça s'est révélé. Pour ça, il aurait fallu casser l'appareil industriel militaire américain, ce qui était peu probable. Mais du coup, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la position de De Gaulle et donc la fin de cette position à partir des années 90, est-ce que vous ne pensez pas que justement, donc à l'époque de Gaulle, donc on avait le bloc socialiste, le bloc occidental, et que du coup De Gaulle, même s'il était plutôt côté occidental, pouvait jouer ce rôle un peu d'équilibriste entre les deux blocs. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait pour défendre une politique indépendante. Mais à partir du moment où on a la défaite du camp socialiste, et sachant que avec le développement de la construction européenne, qui est quand même dès le départ promu par les Américains
même s'il y a des moments où l'Europe essaie de prendre une certaine indépendance, elle est quand même très alignée sur les États-Unis. Donc cette défaite du camp socialiste et les reculs idéologiques politiques du PCF, est-ce que vous ne pensez pas que c'est surtout ça qui a fait qu'en fait notre politique s'est alignée vraiment sur les États-Unis? Mais on aurait pu penser autrement, c'est de dire qu'on était alliés aux États-Unis face à la menace soviétique. Donc la disparition de cette menace aurait pu créer un espace plus grand pour la France et l'Europe. Mais il ne l'a pas fait. Bon, je ne suis pas capable d'expliquer l'ensemble des raisons qui ont fait qu'il n'y a pas voulu. On aurait pu penser, sans non plus rompre avec les Américains, c'était pas ça, mais une politique autonome plus grande, elle n'est pas arrivée. Et puis, la France pèse beaucoup moins lourd aujourd'hui qu'elle pesait en 1958. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un déclassement relatif de la France parce qu'il y a d'autres puissances qui ont augmenté, que les moyens sont différents, etc. Et donc voilà, mais après, c'est un choix politique. Je pense que quelque part, on le doit beaucoup à la classe politique qui s'est, je dis, américanisée dans sa vision du monde, dans la vision néolibérale, dans la vision que l'État est une menace, qu'il faut ouvrir, enfin, toutes les politiques qui ont été menées par Thatcher et Reagan, etc. Et tout ça a privé l'État de moyens. Le seul État occidental qui a vraiment les moyens, c'est les États-Unis. Et aujourd'hui, donc l'idéologie dominante, en fait, on voit qu'elle nous pousse à voir le conflit israélo-palestinien en termes de choc des civilisations. De plus en plus, c'est un peu le discours qui est servi. Et notamment l'opposition entre Européens et Arabes, ou Occidentaux et Arabes. Vous racontez d'ailleurs dans la BD que même dès les années 90, en fait, pour certains partisans d'Israël, ils voient la victoire d'Israël contre ses voisins arabes comme une revanche de l'Europe. Voire de la civilisation contre la barbarie. Et donc, par rapport à ça, je voulais vous demander si vous pensez que le clivage principal est vraiment culturel ou civilisationnel, ou est-ce que c'est pas plutôt un clivage de classe entre les États impérialistes, donc les États-Unis, l'Europe, enfin l'Union européenne, Israël, contre les peuples qui lui résistent, en fait. Oui, bon, la situation est devenue très compliquée parce que, je veux dire, si vous voulez, dans les années 60, on pouvait dire qu'il y avait un mouvement des non-alignés, un mouvement des pays anciennement colonisés pour leur indépendance, avec une vraie vision de nouvel ordre économique mondial, etc. etc. Là, les indépendances ont réussi, en tous les cas ont abouti. On a des pays qui sont libres, et on a des pays qui pèsent plus, c'est-à-dire l'Inde pèse plus, la Chine pèse plus, etc. Mais souvent en développement, des politiques qui sont des politiques capitalistes néolibérales. C'est pas des politiques. Il n'y a pas de projet émancipateur comme était le projet des non-alignés. Donc là, il y a des frictions qui se créent entre les différents mondes. Moi, je ne crois pas que le choc essentiel soit un choc de civilisation. Ça, c'est un habillage aujourd'hui. Qui a aussi des aspects de politique intérieure avec la menace, entre guillemets, qui vient des immigrés, etc., et qui permet aussi de maintenir la structure politique en France en faisant des immigrés, en faisant de l'étranger une menace. Mais ça, c'est quelque chose auquel on assiste dans toute l'Europe, malheureusement, et qui est aussi le résultat de la crise de la gauche, de la crise de la perspective, je dirais, de changement profond, quoi. C'est-à-dire, dans les années 80-90, il y avait le PC, mais il y avait même le PS, c'était porteur, en tous les cas, au moins dans le discours, d'un projet émancipateur. Aujourd'hui, on a vu avec Hollande, c'était le projet néolibéral qui s'est imposé, quoi. Et je voulais évoquer avec vous, donc justement par rapport à ça, parce que c'est un peu lié, mais la question de l'islamo-gauchisme, parce que on voit que le mot apparaît en 2002, donc sous la plume de Pierre-André Taguieff, donc le politologue, dans le contexte de la seconde intifada. Est-ce que vous pensez que c'est un concept pertinent et quelle serait sa fonction idéologique? Non, c'est pas un concept pertinent, c'est une insulte. Enfin, une insulte. Moi, de temps en temps, je dis que je suis un islamo-gauchiste, parce que je veux dire, ça me dérange pas. Ça part d'une idée que la gauche aujourd'hui aurait compris que la classe ouvrière avait disparu et que les nouveaux opprimés en Europe seraient les immigrés. Aucune organisation d'extrême gauche
n'avance ça, quel que soit cet endroit. Il y a eu une organisation qui a fait une déclaration un peu ambiguë là-dessus, mais sinon, vraiment, personne ne se place dans ce cadre. Mais ça a l'avantage de disqualifier les oppositions. Maintenant, si vous voulez, quand on regarde un peu ce qui s'est passé avec Jérémy Corbyn, le leader du Parti socialiste, enfin le Parti travailliste, et la manière dont il a été complètement liquidé, il y a une alliance assez curieuse entre la droite du Parti travailliste, celle qui veut imposer un modèle néolibéral, et le lobby pro-israélien. Il y a une vraie alliance, et je pense qu'on assiste à ça partout. C'est-à-dire, Israël, enfin, les soutiens d'Israël aujourd'hui sont devenus un des soutiens des politiques néolibérales. Et il se crée une alliance là qui fonctionne, et on le voit en France aujourd'hui, c'est-à-dire, en fait, la haine à l'égard de la France insoumise ou de Mélenchon, quoi qu'on pense de ce qu'il dit, je veux dire, c'est à la fois une haine sur son projet politique et une haine sur les positions qui sont vraiment pas très radicales qu'il a sur le conflit à Gaza, quoi. Donc, on a là mais c'est une machine de guerre. Mais ce qui est inquiétant dans cette machine de guerre, c'est que c'est une machine de guerre qui aujourd'hui légitime l'extrême droite. Et on l'a vu avec la manif sur l'antisémitisme, c'est-à-dire, elle est faite pour isoler la France insoumise et pour légitimer le Rassemblement national. Et aujourd'hui, c'est quelque chose à laquelle on assiste partout, avec cette chose qui sont importantes, parce que moi je pense que la droite est encore très antisémite, et l'extrême droite aussi, mais aujourd'hui, l'essentiel des grands partis d'extrême droite sont pro-israéliens. Et Israël, ça ne la gêne pas, du moment qu'il peut avoir un parti antisémite, du moment qu'il est pro-israélien, ça leur va. Et donc, cette alliance et la manière dont on légitime le Rassemblement national et ses forces d'extrême droite, c'est quand même quelque chose de très préoccupant pour l'avenir politique en France et en Europe. Et justement, par rapport à cette manifestation du 12 novembre dernier, soi-disant contre l'antisémitisme, mais on voit que c'était plutôt une manifestation pro-Israël, en fait, qui a rassemblé des partis politiques donc de Reconquête et du RN jusqu'au PCF de Roussel. D'ailleurs, Roussel a notamment déclaré dans des interviews qu'Israël avait le droit de se défendre face au terrorisme du Hamas, donc sans parler de la colonisation et tout ça. Qu'est-ce que ça dit, selon vous, des rapports de force politiques en France actuellement sur le conflit ? D'abord, je crois de ce que je sais, moi, parce que, comme vous savez, j'ai été longtemps en PCF et j'ai des amis qui vivent, en interne, la position de Roussel est extrêmement contestée. Autant, il a été élu sur une position anti-France insoumise, c'est-à-dire d'autonomie du PC. Bon, ça, c'est le problème des militants communistes de décider. Mais là, sur les prises de position de Roussel sur la Palestine, c'est vraiment très critiqué en interne. Mais en même temps, le PC n'est plus une grande force. La vraie question, c'est que la gauche est quand même, la gauche est extrêmement divisée. Elle représente encore une force sociale. On l'a vu avec l'élection présidentielle. Quoi qu'on pense de Mélenchon, il a réussi à rassembler 20% ou quelques de. Et bon, voilà, il est une alternative. C'est aussi pour ça qu'on veut le casser. Moi, je ne le défends pas. Je veux dire, il fait aussi des déclarations des fois où la manière dont il se conduit n'est pas forcément la meilleure, mais c'est pas pour ça qu'il est attaqué. Je veux dire, aujourd'hui, le consensus à la fois médiatique et politique contre lui est quand même quelque chose d'assez fascinant. C'est-à-dire, n'importe quel député de la France insoumise va être insulté, agressé par les journalistes, etc., alors que les représentants du Rassemblement national peuvent s'exprimer en toute liberté. On vit dans un monde de fous. Oui, bien sûr. D'un autre côté, Fabien Roussel a été élu largement par les militants du PCF, et sur une ligne qui est quand même depuis des années en rupture avec la ligne historique du PCF, et il est sur une ligne de plus en plus atlantiste, même si il va critiquer l'OTAN parfois, mais c'est quand même l'aboutissement de cette évolution. Je ne sais pas, il faudrait voir, je suis pas sûr. Je pense que ce qui a beaucoup joué avec Roussel face aux autres, c'était l'idée de l'autonomie du PC. C'est-à-dire le PC voit qu'il est en train de perdre, et c'est vrai qu'en France, l'élection présidentielle crée une contradiction pour n'importe quel parti politique. C'est-à-dire, ne pas être présent à l'élection présidentielle, c'est un problème de survie politique. Et je pense qu'il y a eu chez les communistes un réflexe de survie.
Et je ne suis pas sûr que ça reflète une volonté des communistes d'être plus pro-atlantique, etc. Je ne suis pas sûr que c'est comme ça qu'ils interprètent. Mais bon, je ne suis pas, enfin, même si j'ai des amis, je ne peux pas vraiment réfléchir le détail des débats à l'intérieur du PC. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, donc sur l'extrême droite et sur l'idéologie actuelle, vous parlez d'un débat qui s'engage donc sur l'existence d'un soi-disant nouvel antisémitisme dont la source serait à trouver parmi les musulmans de France. Donc c'est une propagande vraiment de plus en plus forte, notamment avec le CRIF, etc. Et donc on voit vraiment la montée d'un racisme anti-arabe et anti-musulman plutôt qu'une islamophobie. Qui soi-disant serait, donc ce racisme permettrait de défendre les valeurs européennes incarnées par Israël notamment. Est-ce que ça vous inquiète, cette montée de ce racisme ? Oui, bien sûr. Alors, une chose, il y a dans les communautés juives françaises une vraie peur, qui est en partie, je dirais, irrationnelle, en partie le résultat de l'histoire, en partie le fait qu'une partie des communautés juives a de la famille en Israël, et qu'en Israël, après ce qui s'est passé le 7 octobre, il y a un déferlement d'ultranationalisme, etc. Il ne faut pas nier ce sentiment. Il y a des actes antisémites, comme chaque fois qu'il y a des attaques à Gaza, mais maintenant, la manière dont le ministère de l'Intérieur manipule les chiffres me pose vraiment des questions, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à savoir s'il y a des gens vraiment arrêtés, qu'est-ce qu'ils représentent, etc. La part de l'extrême droite dans cette chose. Et le problème, c'est que c'est aussi une manière de marginaliser les positions d'extrême droite les positions, marginaliser les positions antisémites de l'extrême droite et de la droite. C'est quand même Macron qui a voulu célébrer Maurras, enfin je veux dire, il y a et qui a dit que Pétain était un grand soldat, enfin je veux dire, on crée toute une ambiguïté. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, le racisme anti-musulman est le racisme principal. Et le ministère de l'Intérieur est très flou sur les chiffres, mais il suffit d'aller regarder sur les réseaux sociaux les insultes il n'y aura jamais de plainte déposée contre ces gens qui font des choses, des tags racistes, anti-arabes, etc., alors que on crée malheureusement l'impression, moi je pense que la politique du gouvernement favorise l'antisémitisme aujourd'hui, on crée l'idée que les juifs sont une catégorie à part. Il faut combattre tous les racismes se combattent, et dans la communauté, dans les représentants de la communauté musulmane, dans les gens qui manifestent, on sent bien cette volonté de refuser tout dérapage antisémite, de faire la différence entre les juifs et les Israéliens, etc. Mais en même temps, comme je dis, le premier responsable de l'identification des Juifs et des Israéliens, c'est l'État d'Israël. L'État d'Israël a une loi qui permet à n'importe qui, dont la mère est juive, d'aller et de revendiquer la terre. Moi, j'ai le droit aujourd'hui d'aller en Israël, de dire je suis citoyen israélien, mais et de bâtir une maison sur des territoires qui ont été confisqués aux Palestiniens. Donc là, on est dans une hypocrisie, mais bon, c'est vrai que c'est difficile. Bon, c'est difficile aussi parce qu'on est dans un contexte médiatique où la mainmise de Bolloré et des groupes privés sur les médias est terrible. Et une dernière question que je voulais vous poser, c'était justement par rapport à ça. Dans la bande dessinée, vous incitez aussi beaucoup sur le rôle des médias dans tout le traitement médiatique du conflit. Et du fait qu'on parle assez peu des souffrances des Palestiniens. Et du coup, je voulais faire un peu le parallèle avec ce que vous racontiez sur Emmanuel Macron, qui a fait un hommage à Pétain ou à Maurras. On voit qu'il y a vraiment une fascisation qui se développe en France, donc à la fois qui vient de l'extrême droite, mais qui vient aussi de la droite, du centre, et la droite de la gauche. Aujourd'hui des positions d'extrême droite. C'est ça, donc on voit vraiment ce processus de fascisation. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce que vous pensez du traitement médiatique des événements en cours et par rapport à l'action de la liberté d'opinion, voilà, est-ce que ça vous inquiète ? Comme je l'ai dit, je suis cette politique maintenant depuis 50 ans. En 67, j'étais suffisamment adulte pour comprendre ce qui était. Donc, on n'a jamais connu une telle, à la fois unilatéralisme des médias, menace sur la liberté d'expression, injonction aux gens de prendre position,
quand on va à la radio, à la télévision, c'est la première question, est-ce que vous considérez le Hamas comme une organisation terroriste? Enfin, je veux dire, on est vraiment dans une... C'est quand même extraordinaire que le pays qui a défilé au nom de Charlie et au nom de la liberté d'expression, aujourd'hui, veuille criminaliser tout discours qui n'est pas un discours conforme sur Israël et Palestine. Ok, ben merci beaucoup Merci à pour vous. votre temps. Et donc, on conseille à tout le monde de lire cette bande dessinée, qui est une très bonne synthèse donc, du conflit du point de vue de la politique française. Et donc, si vous cherchez un cadeau pour Noël, c'est une très bonne idée. Merci. Merci, à bientôt.